Mesdames et messieurs, bonsoir. Plusieurs maisons incendiées tôt le matin ce jeudi 8 avril dans la commune de Kalamou. Un mauvais raccordement des fils électriques serrés à la base de cet accident ayant causé des dégâts matériels et des grincements de dents auprès des propriétaires de dites maisons. Dieu merci, il n'y a pas eu de pertes en vie humaines. Et puis, soutien au projet pilote du championnat de football scolaire. Un accord a été signé hier dans ce sens entre la FIFA et la RDC. Voilà tout pour les titres de ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, nous serons ensemble durant 30 minutes dans cette grande édition du journal télévisé sur la RTNC. Je l'ai dit dans les sommaires, la FIFA va soutenir les projets pilotes du championnat de football scolaire dans notre pays. Un accord a été signé hier entre la FIFA et la RDC en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Déjà, les deux meilleures équipes féminines comme masculines vont participer au tournoi interscolaire africain en février 2022. Précision du numéro 1 de la CAF et de Madame le secrétaire général de la FIFA. Utiliser le pouvoir du football pour éduquer et inculquer les valeurs positives aux jeunes, l'option est celle pensée par la Fédération internationale de football association. Pour concrétiser sa pensée, la FIFA a mis en place un programme de championnat scolaire pour stimuler auprès de jeunes écoliers l'entraide, la camaraderie, le dépassement de soi et l'esprit d'équipe, des vertus cardinales du football. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'a pas hésité de donner son avis favorable pour la réalisation de ce projet pilote en RDC, a reçu le président de la CAF, Patrice Motsepe, et Fatma Samba Diouf, secrétaire général de la FIFA, qui conduisait une délégation d'experts de deux institutions, venus le remercier pour son engagement à donner le meilleur d'instructions possible à la jeunesse africaine. Quelques heures plus tôt, la FIFA et la RDC ont signé la convention d'application du mémorandum d'entente de coopération sur la mise en place du partenariat pour le soutien au projet pilote du championnat de football scolaire. En présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, Constant Omari, président de la FECOFA, Amos Mbaye, ministre de Sport, et Fatma Samba Diouf, secrétaire général de la FIFA, ont engagé les deux parties sur un partenariat qui entre immédiatement dans une phase expérimentale du championnat et qui verra les deux meilleures équipes masculines et féminines du pays participer à un tournoi interscolaire africain en 2022. L'événement d'aujourd'hui, comme l'ont répété M. Motsepe et M. Véron, est la consécration d'un souhait émis par deux présidents, à savoir le président de la FIFA et son Excellence M. Félix Tshisekedi, également président de l'Union africaine, pour lancer les compétitions scolaires, reconnaissant tous deux que la pratique du football dans le cadre scolaire est non seulement un facteur de promotion de la santé, mais également un vecteur d'intégration et de cohésion sociale. Pour le président de la Confédération africaine de football, ce projet de championnat scolaire compte beaucoup pour la jeunesse africaine. Patrice Motsepe a salué la promptitude du président Félix-Antoine Tshisekedi dans le traitement des dossiers qui touchent à la jeunesse. Saisissons cette opportunité pour réitérer le remerciement des sportifs congolais à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, pour des efforts inlassables qui ne cessent de fournir pour améliorer le sport en général et le football en particulier dans notre pays. Voici encore aujourd'hui, sous son impulsion et son leadership, nous nous retrouvons ici pour signer la convention relative au championnat de football scolaire pour le développement de la pratique du football en milieu scolaire par nos enfants, futurs joueurs professionnels. Ce championnat permettra au pays de mieux identifier et orienter ses talents en vue de reprendre son estime des grandes nations africaines de football. Esdras Kambale, ambassadeur de la RDC en Centrafrique, félicite le président du Sénat pour sa lutte qu'il a livrée pendant 2 ans contre l'injustice. Modeste Bahati a peu avant cette audience rencontré les agronomes du Congo venus accompagner la vision du chef de l'État.
La transformation de nos potentiels en richesse en mettant l'accent sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, une belle manière de permettre au sol congolais de prendre sa revanche sur le sous-sol. Ces quelques lignes très significatives prononcées lors du discours du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire n'a pas laissé indifférente l'Association des ingénieurs agronomes du Congo. La SIAC veut accompagner la vision du chef de l'État. Leur démarche auprès du président Modeste Bahati a deux volets, législatifs et budgétaires. Le président des agronomes du Congo, Isaac Issomo, s'exprime en ce terme. Le secteur agricole congolais ne se porte pas bien puisqu'il ne parvient pas à résoudre le problème crucial du secteur, c'est-à-dire assurer l'autosuffisance alimentaire. Nous avons voulu que notre rôle soit bien défini. En tant qu'ingénieur agronome, nous avons demandé qu'ils puissent nous accompagner pour la création de l'Ordre national des ingénieurs agronomes du Congo. Et puis, en tant qu'autorité budgétaire, de veiller à ce que la loi des accords de Maputo soit appliquée, qu'on puisse élever le budget du secteur agricole de 10%. Les routes, secteur vital pour le développement effectif d'un pays. La construction de la route Banana-Sakania, ce projet de grande envergure, était au centre de cette réunion entre le président du Sénat et la délégation du groupe Congo émergent conduite par Freddy Bompandé, député national. Il sollicite l'implication du président Modeste Bahati Lukwebo dans la réalisation de ce projet d'intérêt général. Le speaker du Sénat promet son soutien et leur a exhorté de consulter la cellule infrastructure pour mieux ficeler au travers une belle étude au préalable. Et vous savez très bien que dans les cas de développement d'un pays, sans route, le pays ne peut pas accéder au développement. Nous avons présenté le dossier auprès du président et d'une oreille attentive. Il a apprécié le projet et il nous a donné des conseils que nous allons enrichir encore le dossier. Son courage, son abnégation et sa ténacité pendant le combat contre l'injustice dont il a été victime pendant 2 ans ne pouvaient passer sous silence. L'honorable président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo s'est vu félicité par l'ambassadeur de la RDC en République centrafricaine, Esdras Kambale. Les deux hommes ont également passé en revue la situation politique actuelle de la RCA qui reste préoccupante. Le premier président de la Cour de cassation poursuit son inspection dans les juridictions de la République. Cette fois-ci, il s'est rendu à la Cour d'appel de Kinshasa-Matete. C'était avant de recevoir quelques magistrats. Plusieurs réformes doivent être entreprises au sein de la magistrature, a dit le premier président de la Cour de cassation, M. David Christophe Mukendi Musanga, lors de sa descente à la Cour d'appel de Kinshasa-Matete ce mercredi 7 avril 2021. Il s'est entretenu avec les magistrats de ces ressorts dirigés par M. Nchassa Kandi Floribert. Comme premier président, le numéro 1 de la Cour de cassation veut une magistrature digne dans la rédaction des décisions judiciaires, dans le délai d'exécution, le comportement des magistrats en société, le respect de la hiérarchie et surtout éviter le chômeur déguisé dans la magistrature avec un pléthore de magistrats à Kinshasa au détriment des autres provinces. Le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, prenant la parole, promet de mettre en application toutes ces directives. Nous venons tous de suivre les conseils de père qu'il a donnés à ses enfants, essayons de les appliquer. Nous serons tous de bons magistrats. Le magistrat doit apprendre à lire, de s'instruire et il ne doit pas avoir honte de se référer à son collègue, à un moins enseignant que lui, pour avoir de bonnes informations. Un magistrat doit être un modèle car il incarne la justice d'un pays, a martelé le premier président de la Cour de cassation. Juste après, la délégation conduite par le premier président de la Cour de cassation s'est dirigée à la Cour d'appel de Kinshasa-Matete où tous les locaux ont été visités. Même exercice au tribunal du travail de Kinshasa-Matete qui a un bâtiment propre à l'État congolais. Tribunal pour enfants de Kinshasa-Matete a aussi son propre bâtiment. Au tribunal de paix de Kinshasa
Kinshasa-Matete, le greffe d'archives et recouvrement présente des conditions de travail inappropriées. De là, direction tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete qui partage la même cour. Le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba a également un problème des bâtiments. Et enfin, le tribunal de commerce de Kinshasa-Matete a clôturé cette balade. Avec 2880 magistrats civils et militaires que compte la République démocratique du Congo, les dirigeants de hautes juridictions judiciaires promettent d'établir effectivement un état de droit. Je l'ai dit au début de ce journal, plusieurs maisons étaient incendiées tôt ce matin dans la commune de Kalamou. Des mauvais raccordements des fils électriques seraient à la base de cet incendie et a causé des dégâts matériels. Des précisions dans ces reportages. Comme sur l'avenue du Stade dans la commune de Kalamou. Cette maison est réduite en cendres après un incendie dévastateur ce 8 avril 2021 à partir de 3 heures du matin, avec plusieurs dégâts matériels. Et comme si cela ne suffisait pas, cet incendie a atteint les voisins, comme par exemple ces dépôts de Sogaz. La dame propriétaire de la maison en feu implore l'assistance. Dieu merci qu'il n'y a pas de perte en vies humaines, mais seulement on a tout perdu. Tout est brûlé. Nous demandons à la Sogaz, aux autorités de nous venir en aide. Cet incendie a été maîtrisé grâce au professionnalisme des sapeurs-pompiers des CEP Congo rompus à ce genre de situation. La Sogaz vient en aide aux ménages congolais en réduisant les risques de déforestation et exhorte les clients à bien entreposer des bouteilles à la verticale sur un support stable. Cette précaution permet d'utiliser les gaz sans risque de chute. Selon plusieurs sources, cet incendie serait dû à un mauvais raccordement des fils électriques. Les populations devraient faire très attention et également recours à des techniciens commis à ce genre de travaux pour éviter les pires. Malgré cet incident contraire à sa volonté, la Sogaz promet d'être encore et toujours près de ménages congolais pour leur faciliter la tâche dans la cuisson. Une trentaine de morts et une soixantaine de blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de circulation survenu cet après-midi sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre la localité Mbeku et Kiwawa. Ce bus a heurté un autre véhicule et à bord il y avait des huiles de palme, des boissons alcooliques appelées communément l'Otoko, et ce bus a pris fin. Un major qui a joint la rédaction par téléphone qui nous donne ces précisions, c'était au niveau de Massamouna. L'ambassadeur du Royaume de Norvège a été reçu par les chefs de la maison civile du chef de l'État. Au menu, ils ont parlé de la maison civile et de quelques questions environnementales. Le chef de la maison civile du chef de l'État, Dr Bruno Miteo, a échangé ce jeudi 8 avril 2021 avec l'ambassadeur du Royaume de Norvège, Monsieur Jonas Lislebo. Cette visite du diplomate norvégien entre dans le cadre des échanges initiés par le chef de la maison civile, le Dr Bruno Miteo, avec les différents diplomates accrédités en République démocratique du Congo en vue de leur expliquer la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la maison civile appelée à rapprocher davantage de sa famille naturelle qui est la population congolaise. Les deux personnalités ont évoqué également les questions environnementales étant donné que le Royaume de Norvège est l'un des pays actuellement très impliqués dans la recherche des solutions sur l'environnement. Plusieurs autres préoccupations ont été soulevées par le chef de la maison civile visant à faciliter l'accès de la population aux services sociaux de base selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, résumé par le peuple d'abord. Je les ai informés de ce que la Norvège fait déjà en RDC, de nos activités, de nos visions, de nos priorités. On vient d'établir une ambassade et nous cherchons maintenant de renforcer notre engagement en RDC et renforcer le dialogue politique entre la Norvège et l'RDC.
Les équipes de la SNEL sont à pied d'œuvre dans les Hauts-Katanga pour réparer les 6 pylônes qui se sont écoulés dans cette partie du pays. La SNEL insiste sur la sécurisation de ces outils de production, nous dit Yvette Makoutima. 6 pylônes écroulés sur la ligne haute tension 50 kV suite au vol constaté des conducteurs électriques en cuivre. La ville de Lubumbashi, du moins une partie essentielle a tourné au ralenti pendant plusieurs jours. Vu l'urgence, les équipes de la Société nationale de l'électricité SNEL SA, comme le confirme le directeur des transports sud, l'ingénieur Gabi Malonda, se sont mis aussitôt à pied d'œuvre. 6 autres pylônes venus des Likasi en remplacement des pylônes qui se sont écroulés sont en cours d'implantation à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Ces travaux d'assemblage ont été lancés sur financement propre de la SNEL SA et évoluent normalement. Pour éviter les vols, on travaille ensemble avec la police pour mettre les points de surveillance aux différents endroits pour garder les lignes là et éviter les cas de vandalisme. Tout ça, ça demande les moyens parce qu'il faut ravitailler ces policiers-là. Des actes de sabotage prémédités qui ne découragent pas la SNEL SA. La centrale hydroélectrique de Bendera, dans la province du Tanganyika, pourra dans un temps relativement court reprendre sa puissance maximale. Donc vous comprenez qu'en dépit du fait qu'on est en train de vandaliser tous les équipements que nous avons, SNEL ne se fatigue pas. Nous sommes en train de réhabiliter les centrales parce qu'on avait arrêté cette politique pour que les années ici, jusqu'à la fin de 2021, qu'on ait fini à réparer tout ce que nous avons comme parc de production. Entre réhabilitation et sabotage, il est plus que temps que les autorités compétentes se saisissent du dossier pour mettre fin à l'indélicatesse observée dans cette partie du pays. À la Régie des eaux, par contre, le directeur général a visité l'usine de captage d'eau brute dans la commune d'Engalema et les points de jonction de cette conduite au camp Tchachi. C'était question de palper les réalités des travaux sur ces 2 sites. C'est à 11h qu'une forte délégation de la Régie des eaux, conduite par son directeur général, Clément Moubiaï, est arrivée sur ce site, la Régie des eaux. Question de procéder à une visite d'inspection de cette usine de captage d'eau brute sur le fleuve Congo et se rendre compte l'avancement des travaux d'installation des conduites d'eau devant traverser l'avenue du tourisme en passant par les camps Colonel Tchachi afin de rejoindre l'usine de traitement et production d'eau potable de la zone dans la commune d'Engalema. À la vie des travaux, le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Nous sommes d'abord surpris de l'évolution des travaux sur le chantier de captage des eaux, voir comment les travaux sont avancés. Et plus spécialement aujourd'hui, nous sommes venus voir la pose de la grande conduite d'N1800 qui doit prendre l'eau sur le fleuve et la transporter jusqu'à dépasser le camp Tchachi jusqu'à l'usine de traitement. La population, je leur demande de respecter ces travaux qui sont exécutés pour elles. Et entre-temps, c'est la patience que nous demandons ici, que nous demandons. L'eau, c'est bon, il faut avoir de l'eau potable, mais ça a un prix. Le prix là-bas inclut aussi même la patience, le don de soi pour que le tout se fasse sans heurte et sans problème. Ces travaux financés par la Banque mondiale pourront s'achever d'ici fin décembre 2021. Parlons de la promotion des petites et moyennes entreprises. L'ANAPI et la FENAPEC viennent de signer cet accord pour mener des actions communes en faveur de petites et moyennes entreprises. La brève cérémonie s'est déroulée au siège de l'ANAPI sur le boulevard du 30 juin. Ils ont convenu de mutualiser leurs efforts pour d'une part contribuer à l'amélioration du climat des affaires et d'autre part assurer la promotion des micro, petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et le président de la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC, ont signé le protocole d'accord qui leur permettra de recueillir les doléances des opérateurs économiques membres de la FENAPEC et de favoriser la dissémination des réformes. Ce partenariat aujourd'hui, il traduit l'expression des 2 côtés
d'un besoin qui est un besoin réel. Parce qu'en fait, la création de la classe moyenne passe par les PME que nous voulons congolaises. Nous disons bien avec l'âme congolaise et surtout des PME qui puissent regarder vers le local content. Et nous avons voulu avoir ce partenariat avec la FENAPEC pour une mutualisation d'efforts sur les questions de climat des affaires, plaidoyer ensemble sur des réformes que nous pensons qui peuvent être utiles, qui peuvent faire en sorte que nous puissions arriver à faire en sorte que la PME congolaise puisse être promue. Autre objectif poursuivi, collecter régulièrement les études de faisabilité de petites et moyennes entreprises et organiser des sessions de renforcement de capacité des acteurs du secteur. Dans la PME, qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit celle officielle, qui travaille tout le jour et sur toute l'étendue de la République pour promouvoir l'économie de notre pays. Nous espérons que, effectivement, les actes que nous allons poser avec l'ANAPI auront une répercussion au niveau du gouvernement et effectivement, nous aurons un feedback plus heureux pour les jours et les années à venir. Conclu pour une durée de 5 ans renouvelable, le dit protocole n'appelle aucun engagement financier et sera régulièrement évalué par un comité d'experts supervisé par les autorités des deux parties. Ils sont au total 50 ex-Koulouna qui sont devenus médiateurs des quartiers chauds. Ils ont comme rôle d'anticiper les affrontements. Ils ont été installés par les députés nationaux Jean-Marie Lukulassi. Ces ex-Koulouna se sont distingués par leur comportement après l'opération d'identification volontaire de ces ex-Koulouna. L'opération d'identification volontaire des Koulouna a franchi des étapes, les plus importantes d'ailleurs. Ce jeudi 8 avril 2021, c'est un autre tournant que prend la démarche du président de la génération 24, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba. Les 50 médiateurs autour de lui sont anciens Koulouna qui se sont distingués dans ce processus par leur comportement exemplaire, par leur assiduité aux différentes tâches. Ils ont signé ce jour un contrat avec la G24 pour un travail bien défini et à durée indéterminée. Un emploi pérenne garanti, ces médiateurs ont une mission d'anticipation des affrontements dans les quartiers où ils habitent. Devant ces jeunes, en présence de l'ordonnateur national de finances, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba a rappelé l'intérêt que le chef de l'État porte à cette initiative. Ces jeunes médiateurs auront un équipement qui va leur permettre de remonter l'information plus rapidement afin que les dispositions soient prises pour éviter affrontements entre gangs. Mais le but de la réunion aujourd'hui est également de rappeler à chacun le rôle d'un médiateur. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons réuni les 50 médiateurs pour leur expliquer ce qu'étaient leurs attentes, également leur mission. L'ordonnateur de finances, comme vous le savez, a un rôle majeur dans les chaînes de dépenses. Et donc aujourd'hui, cette réunion, en sa présence, était pour montrer à la fois aux médiateurs que c'est un partenariat que nous avons avec l'État. Une idée géniale de l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba qui voit l'implication de l'État depuis le sommet comme une occasion rêvée d'en finir avec cette délinquance juvénile. Le coordonnateur du projet, Dixon Mubimba, pense qu'il était utile à ce stade de circonscrire le cadre d'action des médiateurs. Il va faire tout au plus 40 ans depuis que mourait la célèbre animatrice de la chaîne nationale, Maman Angebi Moseka Aluanga. Elle était animatrice à la chaîne nationale à partir de 1960. Cette dame qui a suivi une formation ménagère a su attirer l'attention du grand public à travers son émission Bakolo Musique. Cette voix imposante a fait la fierté de la chaîne nationale vers les années 60. Née à Kinshasa le 26 février 1929, l'animatrice vedette de la chaîne nationale, affectueusement appelée Maman Angebi, reste un monument de la télévision publique. Cette fabuleuse médiatrice entre les citoyens et l'art a su retenir l'attention du grand public avec ses émissions musicales Bakolo Miziki et Tango ya Bawendo. 40 ans après sa mort, les générations d'après qui ont suivi ces belles prestations gardent d'elle de très bons souvenirs. Maman Angebi était une femme différente des autres. Je suis arrivé ici
en 1975. J'ai trouvé Maman Nguébi comme chef de bureau parce que le président Mobutu à l'époque a voulu quand même élever quelques femmes un peu partout. Alors chez nous, à la Voix du Zaïre, les femmes qui étaient honorées, c'était Maman Mananga, Maman Nguébi. De son vrai nom, Nguébi Engeya Moseka Alouanga, elle a étudié à l'école Sainte-Thérèse des Lisieux. Après avoir obtenu son diplôme de la section ménagère, elle sera engagée en 1955 en qualité d'agent sous contrat à la radio Congo-Belge et passera sous statut en 1957. Maman Nguébi s'appelait Nguébi Marie-Josée. C'est l'une des premières femmes noires à avoir été recrutée à la Voix du Congolais. Parce que dans les passés, nous avions des animatrices très consacrées. Et elle était l'une des très talentueuses. Toujours souriante, elle fut une intelligence du cœur et une grande voix qui a marqué le beau temps au sein de la chaîne nationale avec son accoutrement à la zaïroise. Très souvent accompagnée de sa collègue Mama Kanzakou, cette femme de première heure dans l'animation radio a également ouvert un espace d'expression à un moment où rares étaient les femmes qui étaient prêtes à jouer ce rôle. Ces mamans-là prenaient le téléphone et elles téléphonaient le président Mobutu comme ça. C'était des femmes célèbres de l'époque. Je l'ai connue, plus précisément sur le plateau de la télévision, parce qu'à l'époque, j'étais caméraman, elle était présentatrice de l'émission. J'ai beaucoup voyagé avec elle, là où elle allait. J'ai filmé les Bakolo musique. Mais hélas, la maladie la terrasse vers les années 1979. Le fait président Mobutu l'évacua en Europe pour des soins et elle revint en superbe forme et disponible pour retrouver son microphone à la Voix du Zaïre. En 1981, elle va malheureusement piquer une seconde crise et meurt le 6 avril de cette même année. Et pour honorer sa mémoire, une salle d'enregistrement et de spectacle a été baptisée en son nom, les studios Maman Nguébi. Une initiative de l'ancien directeur de la télévision nationale, Stéphane Kitutu Léontois, appuyé par l'ancien ministre de l'Information, Kande Djamboulati. Il y a lieu de noter aujourd'hui que Maman Nguébi reste une dame qui représente toute une génération et un modèle de dévouement dans le travail. Les femmes des médias étaient associées à une conférence organisée par l'UCOFEM pour parler du rôle joué par les femmes des médias pendant la période du confinement dû à la Covid-19. Des précisions avec Séverine Pascal Katanda. Au deuxième jour de la foire de femmes de médias qui s'est tenue à Kinshasa sous le thème le leadership féminin en milieu de travail et la couverture médiatique en période de la Covid-19, différentes femmes de médias se sont succédées pour partager leur expérience durant cette période. 4 d'entre elles, Chantal Kanimbo du CESAC, Sylvie Elengue, professeure à l'IFASIC, Catherine Ondimba de l'ONU Femmes et Christine Lenzo, journaliste, présentatrice et rédactrice en chef à la radio-télévision nationale congolaise. Elles ont développé chacune la question relative à la représentativité de la femme dans le média durant la période de la Covid-19. Abordant ce sujet, la journaliste Christine Lenzo, en tant que femme de médias, a démontré comment les femmes de la corporation ont pleinement joué leur rôle durant la période de confinement, luttant aux côtés de leurs collègues hommes contre la désinformation et les rumeurs. Elle a pris comme exemple la RTNC, cette chaîne où elle travaille, n'a connu la carence des femmes pendant la crise qui a frappé le monde. Elle a loué le travail abattu tout le jour par les femmes journalistes, réalisatrices, camérawomen et reporters qui sont d'ailleurs majoritaires à la direction des informations télévisées et qui se sont démarqués par leur travail en luttant contre la désinformation. Cette deuxième édition était organisée par l'Union congolaise de femmes de médias et l'Association congolaise de femmes de presse écrite qui vise une mise en place d'une plateforme d'échange de promotion de la femme exerçant dans différents médias. Une délégation des sénateurs a rencontré le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kyungu Wakumwanza. Ils ont parlé de la situation sécuritaire et la situation de la Covid-19. C'était avant de signer dans les livres d'or
proposé pour les condoléances de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, feu M. Jean-Pierre Tafungambayo. En séjour à Lubumbashi, la délégation du Sénat conduite par les rapporteurs Michel Kanyimbu a échangé avec le président de l'Assemblée provinciale, Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza. La situation sécuritaire de la province et d'autres questions d'actualité étaient au cœur des entretiens. Nous sommes venus représenter la Chambre haute, le Sénat, pour participer aux obsèques de l'archevêque Tafunga qui nous a quittés et il fallait lui rendre des honneurs. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation de la province. Il y a eu la crise sanitaire, il y a un problème de sécurité et tout. Il fallait discuter avec les autorités de la province parce que nous, qui devons rentrer à Kinshasa, il faut que nous prenions plus d'informations à défendre avec le gouvernement central. Occasion pour l'honorable Michel Kanyimbu de saluer l'avènement du nouveau bureau. Nous félicitons le nouveau bureau. C'est la continuité. Écoutez, quand on excède aux fonctions de l'État, il faut toujours s'attendre un jour à partir. Il y a eu d'autres, maintenant il y a une nouvelle équipe. L'important, nous sommes là, c'est pour le peuple. Nous devons travailler pour le peuple. Nos têtes, nous sommes là que des instruments. Après l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, la délégation des sénateurs conduite par l'honorable Michel Kanyimbu est allée signer dans les livres de condoléances en mémoire de feu l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, décédé le 31 mars dernier à Pretoria en Afrique du Sud. Moment indiqué pour échanger avec quelques messeigneurs de l'archevêché de Lubumbashi. Parlons de cette réception des matériels de maintenance de la voirie de Kinshasa, dont de la JICA à l'OVD. La cérémonie était présidée par le vice-premier ministre et ministre des Travaux publics et Reconstruction, Willy Ngoposa. Le démarrage du camion pour marquage par le vice-premier ministre, ministre des ITP, Willy Ngopos, est l'un des temps forts de cette cérémonie de la remise des matériels pour la maintenance de la voirie de Kinshasa à l'Office des voiries et drainages et à l'Office des routes. Ce projet, mis en œuvre par le Japon à travers la JICA, permettra à la ville de Kinshasa d'entretenir ses infrastructures routières. Pour le représentant résident de la JICA, Shibata, il est important de garantir durablement la qualité des routes pour pérenniser leur durée de vie. La remise de ces matériels a été suivie de plusieurs séances de formation des techniciens de ces deux organisations bénéficiaires afin d'en assurer un bon usage. L'ambassadeur du Japon en RDC, Minami, a quant à lui réitéré la volonté de son pays à accompagner les efforts du gouvernement congolais. Pour lui, la matérialisation de ce projet en est le reflet de son engagement. Au nom du gouvernement de la République, le vice-premier ministre des ITP n'a pas tari d'éloges sur l'apport des différentes parties concernées par ce projet. C'est donc ici le lieu d'exprimer très solennellement à l'endroit du gouvernement du Japon la reconnaissance du gouvernement de la République démocratique du Congo pour ce nouvel élan d'appui apporté dans le cadre de l'aide non remboursable en vue de donner aux unités de l'Office de voirie et drainage ainsi qu'à l'Office des routes un environnement de travail moderne et efficace qui contribuera sûrement à la maintenance des infrastructures routières dans la ville de Kinshasa. Juste après, c'était la remise symbolique des clés et la visite de tous les matériels de maintenance équivalent à plus de 9 millions de dollars dont du gouvernement japonais. Matériel comprenant notamment des compacteurs, des stabilisateurs de sol, des épandeurs. La liste n'est pas exhaustive. Le ministre provincial de Kinshasa, en charge de l'intérieur et sécurité, a sensibilisé les occupants des différents ports fluviaux à l'entretien de leurs endroits et puis à bien gérer les immondices. Les précisions dans ces reportages. Comme la plupart des marchés et parkings de vente de produits agricoles, le port fluviaux privé, situé le long de l'avenue des poids lourds à Kinshasa, présente une situation sanitaire et sécuritaire peu reluisante à cause, entre autres,
de l'insalubrité et de l'anarchie qui y règne, cela en dépit de la multiplicité des services étatiques. Les déchets ménagers, les immondices, les emballages en plastique et autres détritus provenant de ces différents ports, dégageant ainsi des odeurs nauséabondes, sont souvent versés dans les caniveaux et des part et d'autre de cette artère principale qui pourtant avait été élargie et modernisée en 2015 par l'entreprise Kitano, fruit de la coopération RDC-Japon. À cela s'ajoutent des petits marchés pirates qui jongent cette avenue au vu et au su de tous les passants et des services compétents. Pour se rendre personnellement compte de cette situation préoccupante, le ministre provincial quinois en charge de l'intérieur et de la sécurité, sur instruction de l'autorité urbaine, a effectué mercredi 7 avril 2021 une ronde d'inspection et de sensibilisation à une gestion efficiente et efficace de cet état d'immondice dans le cadre bien sûr de l'opération Kin Propre lancée par les chefs de l'État depuis l'année dernière. Des kits électroniques remis à la commune de Mongafula, un don des notables de cette commune pour contribuer à la lutte contre les délestages à répétition dans cette partie de la capitale. Des précisions avec Pierre Mbouyou. Booster le processus du développement durable et intégral de certains quartiers périphériques de la commune urbano-rurale de Mongafula, en dotant les occupants des 10 quartiers d'un certain nombre de kits et outils indispensables de riposte aux diverses têtes d'horizon qui s'y vivent et d'une série de matériels aratoires et énergétiques d'électrification des différents coins victimes du phénomène de l'estage. Tel est le bel exercice républicain teinté de l'altruisme social auquel s'est livré à cœur joie le député national honoraire Anissé Kuzunda Mutangiji. Fort de la vertu sociale liée à l'esprit de partage, il a doté bénévolement les habitants des quartiers Kimwenza, Kimvula et Mitendi, dans la commune de Mongafula, de près de 1000 mètres de câbles électriques, de plus de 1000 sacs de sable et matériel aratoire. Anissé Kuzunda Mutangiji explique. Mongafula traverse une situation de sinistre, une situation catastrophique. Aujourd'hui, Mongafula signifie ravin. Mongafula signifie absence de route. Mongafula signifie absence d'eau et d'électricité. Mongafula signifie sous-alimentation. Il est temps d'intervenir. Le chef de l'État a dit que le salut du peuple est la loi suprême. C'est-à-dire d'abord le peuple, d'abord soulager la misère du peuple avec les paix que nous avons. Envie de socialiser les habitants de ce quartier, à bien prendre soin de cette série de dons et de véhiculer et surtout pérenniser les idées forces prônées et défendues par l'AUD, le président national de cette formation politique a officiellement installé les membres des cellules de base des quartiers Kimwenza, Kimvula et Mitendi, une installation qui s'est déroulée dans une liesse populaire. Voilà, par là s'achève tout notre journal de ce jeudi. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi de partout où vous vous trouvez, à Kinshasa, en dehors de Kinshasa et même à l'étranger. Nous remercions toute l'équipe technique qui a été avec nous ce soir. Nous vous remercions également, fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs. Prenez rendez-vous avec les informations tout à l'heure à 22h. Et moi, je vous retrouve les jeudis prochains à la même heure. Nous disons merci à Mireille Ndeke qui l'a coordonné, à Mami Kadima Chimendono et à notre interprète des malentendants. Bonsoir chez vous. Au revoir.